Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Leaf Talk. Vous êtes sur l'émission Street Makers aujourd'hui avec un invité de marque. Donc, pour rappel, c'est une émission où je fais intervenir des professionnels de santé, des organisateurs, des personnes peut-être qui détiendraient une marque dans le streetlifting, en tout cas quelque chose d'associé. Sans oublier, avant de commencer chaque podcast, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, activer la cloche des notifications pour nous donner de la force. C'est très, très important. Avant de commencer, euh, petit, euh, comment, pas disclaimer, mais petite partie information. J'ai fait un post hier sur les différentes compétitions à venir pour le deuxième semestre de 2025. Je vous invite à aller voir. Donc, si vous ne suivez pas le compte, c'est Leaf Trainer sur Instagram. Donc, j'ai répertorié et je pense que j'ai pu potentiellement oublier certaines compétitions, mais il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, on m'a fait la remarque que l'essentiel des compétitions était dans la moitié nord de la France et qu'il y en avait très peu, notamment dans le sud-ouest. C'est vrai, c'est un truc que je déplore et j'espère vraiment que ça va se développer en 2026 de ce côté-là. Normalement, oui. Donc aujourd'hui, eh ben, je suis avec une personne que j'avais très hâte d'interviewer. On a déjà échangé pas mal en off. Salut Jabir, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs? Yes, bah déjà, salut Marco et merci énormément de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait énormément plaisir. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Jabir, je suis kinésithérapeute, je suis diplômé depuis maintenant 3 ans et actuellement là j'ai une double activité. Donc la première c'est celle que j'ai au cabinet de kiné classique en libéral, donc je travaille en maison de santé en Île-de-France, donc dans le Nord. Et la deuxième partie, donc, c'est l'activité à distance que j'ai, donc où j'accompagne les personnes blessées dans le domaine du street lifting, surtout, et de la musculation aussi, et plus largement dans les sports de force. Ok. Et justement, c'est quoi un petit peu ton parcours, si tu peux nous le dire en quelques mots? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu as fait une formation ensuite? Et je fais le mec qui ne sait pas du tout. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour la kiné, alors moi je suis un peu sur, on va dire, l'ancien système avant, donc moi je ne suis pas passé par STAPS. Il y a beaucoup de personnes qui vont kiné qui passent par STAPS. Moi je suis passé par la PACES à l'époque, donc c'était le concours médecine, où tu as quelques places sur l'école. Donc moi j'étais sur Paris 6. Donc tu passes le concours, et à l'issue de ça, ensuite tu es sélectionné pour donc, partir en école. Donc ça te fait ensuite 4 ans d'études sur laquelle du coup tu présentes un mémoire à la fin et donc, tu valides ou pas le diplôme. Et à la suite de ça, du coup, tu peux tout de suite exercer en libéral. En termes de formation, j'en ai fait quelques-unes. Et je pense qu'on en reparlera surtout d'une qui est très intéressante pour la suite du podcast. Mais dans l'idée, j'ai fait une première formation sur le dry needling. Donc, c'est une technique qu'on utilise, je ne sais pas si tu connais, avec des aiguilles. C'est un peu comme de l'acupuncture, mais ça n'en est pas. Donc, j'utilise avec mes patients en présentiel. J'ai fait la formation de training thérapie, donc ça, on va en reparler, elle est extrêmement intéressante. Je pense que c'est même grâce à cette formation que je suis devant toi aujourd'hui. Une formation dernièrement sur le dos, donc sur une technique qu'on appelle Mackenzie, qui date de juin. J'ai pris aussi des petites formations avec Alexis Beck, je pense que tu connais aussi. Et voilà, je suis sur ces formations-là pour l'instant. Et donc, j'essaie de maintenir quand même au moins 1 à 2 formations dans la kiné par an. Et puis, j'essaie quand même de m'ouvrir sur d'autres choses et pas de m'enfermer que dedans. Donc, ouais, voilà, j'essaie de rester quand même à la page parce que c'est important en tant que kinésithérapeute. Ok, super. C'est quelqu'un qui est aligné avec ses principes. On aime ça. Donc justement, tu nous as dit que tu t'adressais en distanciel essentiellement aux streetlifters. Comment t'es venu l'intérêt du streetlifting en tant que kiné? Alors, en tant que kiné, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que je suis stagiaire,
J'ai toujours, en fait, quand j'avais les patients, j'ai toujours aimé avoir les patients. Enfin, j'avais, on va dire, un truc en plus quand je voyais que le patient, bah, je sais pas, il faisait du street, même si c'était du street workout, ou en tout cas encore mieux, du street lifting. Donc, c'est vrai que ça me donnait un peu plus d'intérêt, etc. Après, bon, on ne choisit pas évidemment les patients, et heureusement, parce qu'il faut tous les traiter. Mais on va dire que j'avais déjà cette petite affection particulière avec les patients qui venaient de ce milieu-là depuis que j'étais stagiaire. Et ensuite, l'intérêt principal, et c'est sur quoi je voulais venir, c'est surtout grâce à Training Therapy. Donc, je salue Thomas et Simon si jamais ils passent sur Liftalk, qui ont créé une formation qui permet en fait aux kinés de pouvoir faire des soins en déconventionnés, c'est-à-dire de proposer un accompagnement aussi. Donc, vraiment, ils nous ont permis tout ça en tant que kiné de pouvoir s'extirper un peu du système dans lequel on est et de pouvoir créer son offre, son contenu et ouais, de pouvoir aussi communiquer sur les réseaux, tout ça. Et moi, sur le choix de la niche, je te cache pas, bah, du coup, comme moi, j'en fais, déjà, il y a un intérêt par rapport à la pratique, mais aussi, en fait, quand j'ouvrais tout simplement Instagram et qu'on regardait, en street lifting, en kiné, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et si je devais en dire nommer, en tout cas compter le nombre de kinés qu'on a aujourd'hui dans le street lifting, ça ne tient pas plus que les doigts d'une seule main. Exactement. Donc, tu as répondu déjà, c'est que tu pratiques toi aussi le street lifting. Et justement, toi, tu le pratiques en tant que loisir, en tant que complément peut-être à une autre pratique. Est-ce que on va te voir peut-être en 2025-2026 sur une compétition? Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, donc j'attends ta réponse. Alors, oui, j'en pratique. Après, j'aime bien le mélanger parce que tu vas voir après, donc, si jamais on a l'occasion d'en discuter dans d'autres sujets, mais moi, j'aime bien l'aspect complet qu'il faut au niveau du corps humain. Donc, pour la compète, non, parce qu'en termes de perf, c'est pas ça. Mais par contre, en termes de loisirs, oui, j'ai toujours aimé le street lifting. Alors, ça a commencé, alors moi, j'ai un peu, on va dire, l'un des deux parcours qu'on a quand les personnes commencent le street lifting, c'est que moi, je l'ai commencé au parc de street, voilà, en bas de chez moi, parc de street workout, donc ça a toujours été street workout. Mais c'est vrai que j'étais un peu moins omnibulé par les figures, etc., même si j'ai quand même appris à faire tout ce qui est back lever, ce genre de choses-là. J'ai toujours préféré un peu le set and rep. Et bah, j'ai des amis pendant la période de Covid, justement, qui, eux, venaient de la muscu, mais qui aussi avaient entendu parler un peu du street lifting. Ils m'ont dit, mais non, il faut que tu laisses, c'est important, etc. Donc, bah, c'est grâce à ces deux personnes-là que je salue, donc Brian et David, qui m'ont dit, non, il faut que tu laisses sur ces mouvements-là, en plus, tu es à l'aise, etc. Et ils m'ont du coup fait découvrir aussi un petit peu qui était présent dans le street lifting. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment apprécier et à kiffer, en fait, tout simplement mettre du poids quand on fait des dips, quand on fait des tractions, etc., quoi. Donc, on va dire que c'est ça. Après, je ne fais pas que ça. Je le mixe aussi un petit peu maintenant avec mes séances de renfo classiques. Et je fais à côté de ça du foot. Donc, tu vois, pour pouvoir avoir un petit peu le milieu, un peu tout dans la semaine, forcément, je peux pas faire que ça, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas le street lifting, bien au contraire. Et justement, alors peut-être qu'on ne te verra pas en tant qu'athlète sur une compétition dans les mois qui viennent, mais est-ce que peut-être qu'on te verra en tant que kiné? Bah, ça, alors, je pense qu'on va reparler après, mais j'attends un petit peu la suite pour développer, mais évidemment, je trouve que c'est quelque chose sur lequel c'est important pour nous en tant que kiné, en tout cas dans le street lifting, vu qu'on est déjà peu, c'est de se montrer présent sur les compétitions. Et oui, je serai présent sur les compétitions, en tout cas, que ce soit 2025-2026, je serai là. Ok. Là, on était sur la partie introduction. On va passer donc à la première grande partie du podcast. Donc, ouvrez bien les oreilles parce que il va y avoir pas mal d'infos. Il va falloir être focus, concentré. Donc, c'est les blessures dans le street lifting. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, notamment avec Julie sur le podcast et même avec Étienne l'année dernière. Euh, Toi, est-ce que justement, peut-être ça sera différent, est-ce que tu as des blessures que tu vois fréquemment chez cette population, chez les streetlifters? Alors, je pense qu'avant de parler de blessures, il faut qu'on regroupe peut-être plus adapté de parler par articulation. Et du coup, ça va permettre de mieux comprendre pour la suite.
Dans l'idée, moi, j'ai envie de parler de faire un peu comme un top 3, c'est ce qu'ils aiment bien Instagram. Donc, de parler de top 3 un petit peu de blessures qu'on va avoir sur les articulations. Et bon, je pense que c'est pas un scoop et tu le sais, ça va être surtout en première place, je veux dire, le poignet et les coudes. Euh, Tout simplement parce que c'est les articulations qui sont quasiment mises en tension sur les 4 mouvements. Donc bah, déjà, il y a ça. Et pour ce qui est des pathologies qu'on retrouve souvent au niveau de ça, ça va être surtout des pathologies, on va dire, de surmenage, euh, de douleur dans certaines mises en position du poignet ou du coude, que ce soit en extension, flexion, etc., ce genre de choses-là, et encore plus lorsqu'on y applique de la charge. Donc au final, ça va être surtout des pathologies mécaniques qu'on va avoir sur cette articulation-là du poignet plutôt qu'autre chose. Et ensuite, bah, pour parler du coude qui vient juste après ou même en même temps, on va avoir bah, surtout les tendinopathies qui s'y prêtent beaucoup plus au niveau du coude, comme le fameux tennis elbow, qui touche, on va dire, les muscles épicondyliens. Et on va retrouver exactement aussi le même type de pathologie qu'au niveau du poignet, donc toutes les pathologies indues, comme j'ai dit, de mécanique de surcharge. Et des fois, on va même avoir les doubles, c'est-à-dire qu'on va avoir des pathologies de poignet et de coude associées. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment parler du poignet, enfin des poignets et des coudes dans cette première partie-là. Et après, je mettrai quand même, on va dire, alors, deux choses à peu près ex aequo, l'épaule, et surtout la tendinopathie d'épaule. Donc là, ça va toucher des fois plusieurs muscles ou plusieurs tendons plutôt. Et bon, peu importe le tendon que ça touche, de toute façon, ça va surtout toucher souvent les muscles de la coiffe, des rotateurs, etc. Et je mettrai à égalité avec ce qu'on a les lombalgies, des fois même sciatalgie, qu'on retrouve souvent dans les problématiques liées au squat. Et voire même, je dirais que chez les athlètes, par des athlètes, on va retrouver des problématiques liées à des lombalgies, mais donc qui ne font pas forcément toujours état lorsqu'ils vous parlent, vous, à coach ou même nous. Ce n'est pas la priorité, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aller investiguer, je trouve. Et là, justement, tu as abordé deux termes distincts. Tu as dit lombalgie et sciatalgie, c'est ça? Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous faire la différence entre les deux? Alors, lombalgie, c'est un peu un thème fourre-tout, mais dans l'idée, c'est, on va dire, toutes les douleurs que tu vas avoir au niveau de la région lombaire. Ok, et ça va englober pas mal de choses dedans. Et la sciatalgie, alors, ça, c'est vraiment un différencié de la sciatique. C'est toutes les pathologies que tu vas avoir avec des douleurs qui vont être référées, qui vont descendre, qui vont suivre le trajet du nerf sciatique, sans pour autant que ça soit le nerf sciatique qui soit vraiment touché. C'est pour ça qu'on parle de sciatalgie, parce que ça y ressemble, mais que ce n'est pas forcément, et dans bon nombre de cas, le muscle, enfin le nerf pardon, sciatique qui est touché. Donc voilà pour la petite distinction par rapport à ça. Donc on va avoir vraiment, on va dire, la différence principale, ça va être la localisation de la douleur et du trajet de la douleur. Ok, super intéressant. Euh, donc là, on a répertorié les douleurs les plus fréquentes, les blessures les plus fréquentes. Et Mhm. d'après toi, c'est quoi les erreurs classiques qui mènent à ces blessures, justement? Alors, très très clairement, en premier lieu, c'est souvent la surcharge qui n'a pas été progressive, malheureusement. Donc, on a souvent, que ce soit un mouvement ou peu importe une technique, qui va dépasser en fait les capacités de l'athlète. Et donc, ça, du coup, tu dépasses les capacités que l'athlète a, et donc tu vas forcément là faire un chemin précipité vers la blessure. Et deuxième chose aussi qui va être intéressant, et j'en ai aussi un troisième, c'est le manque de mobilité articulaire. En fait, par définition, chacun des 4 mouvements qu'on a, nous, dans le street lifting, va demander à certaines articulations certains prérequis. Et on va remarquer chez des athlètes qu'ils n'ont même pas les prérequis articulaires pour des mouvements à vide. Je m'exprime, par exemple, sur une traction, ok, on est censé pouvoir tous faire ça. Je me rends compte qu'il y a des athlètes qui ne sont même pas capables d'avoir leur flexion d'épaule complète. C'est-à-dire qu'il y a un déficit déjà de mobilité à vide. On n'a pas encore attaché la enfin, il ne s'est pas encore suspendu à la barre, il n'a même pas encore tracté, il n'a même pas encore mis du lest. Donc, tu vois, là déjà la capacité, on va dire, basale de l'athlète même, et qui n'a pas en fait sa flexion d'épaule, et tu vas l'emmener dans une amplitude qu'il n'a pas forcément avec de la charge. Donc ça on va dire, c'est la deuxième erreur, donc c'est le fait de ne pas voir en tout cas d'avoir constaté qu'il y a eu un manque de mobilité articulaire. Et après, un troisième point qui est intéressant pour moi, c'est la mauvaise gestion de soi donc, dans son ensemble.
Je m'explique, par exemple, il peut y avoir des situations où les personnes font exactement ce qu'on a vu là. Donc, elles ont une bonne mobilité articulaire, elles l'entretiennent, c'est trop bien. Elles font en sorte d'avoir toujours une remise en question sur leur programmation et de ne pas avoir de surcharge brutale. Mais sauf qu'il y a un seul élément qu'ils oublient et qui des fois peut faire tout, c'est que c'est le fait que la douleur ou la blessure, c'est multifactoriel. Et ça, on n'en entend pas, enfin, on en entend beaucoup parler en kiné, donc tel on le sait, ça commence à rentrer un petit peu dans les croyances, mais dans la société, c'est encore un petit peu compliqué. Donc on sait en kiné, la blessure, elle est jamais due à une seule chose, et c'est quelque chose dont je parle moi dans mes réels. Et ce qui peut être intéressant parfois, c'est de faire ce dézoom sur toi, afin d'analyser potentiellement, par exemple, ta semaine et de voir, OK, là, c'est quoi mon niveau de stress? Et potentiellement aussi de voir quels sont les événements que moi j'ai dans la semaine qui vont me créer, enfin, qui vont me demander de l'énergie aussi bien physique que mentale. Et évidemment, donc de l'évaluer tout ça et de savoir du coup chez l'athlète, OK, lui, voilà, il a une semaine ou là, il a 2 semaines où ça va être très compliqué pour lui comme ça va lui demander une certaine surcharge physique et mentale. Il y a un risque, il faut faire attention. Rien que d'y prendre conscience sans forcément tout de suite mettre une solution parce qu'il ne faut pas surcorriger tout et n'importe quoi, mais voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui manque chez pas mal de personnes et même dans la conscience des gens, de ne pas assez faire, de ne pas assez sortir. On va être souvent calé dans sa prog, dans le laisse qu'on doit mettre, etc. On en est où? Et des fois, quand on se blesse, on se dit non, non, c'est parce que là, j'ai pas fait bien ou j'ai mis trop de poids. Et en fait, il suffit de dézoomer un petit peu pour prendre conscience de ça. Ouais, moi, j'aimerais bien rajouter deux trucs, donc réagir justement à ce que tu disais à la fin, que ça c'est un petit peu pour tout dans la vie, on s'invente des histoires des fois qui nous arrangent. Enfin, on se raconte des trucs et au final, je trouve que justement le kiné, il est là aussi pour rendre la chose objective et analyser de manière très claire en fait la situation. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est que moi, je rajouterais aussi, parce que c'est un truc, en fait, à tort, je pense qu'il y a des coachs qui pensent que l'échauffement est bien géré au niveau des athlètes, parce que à côté de ça, ils savent très bien s'entraîner, ils ont une bonne technique. Mais en fait, souvent, l'échauffement, il est totalement bâclé. Des fois, c'est parce que, alors moi, le truc qui revient souvent, c'est en gros, j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, donc vraiment cette partie-là, je la skip et je fais une montée de gamme. C'est ça mon échauffement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même des athlètes de haut niveau, c'est ça leur échauffement. Il faut être très clair là-dessus et très honnête. Mais si on veut toujours ce truc long terme et perdurer et avoir un bon niveau, puisqu'un bon niveau, on ne construit pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sûrement en 10 ans. J'aime bien, moi, le chiffre 10 ans. Pour moi, tu arrives à construire vraiment un truc très, très solide et intéressant. Eh bien, tu dois prendre ton temps sur ton échauffement et peut-être enlever des choses. Moi, limite, je préfère que tu enlèves des assistances et que tu mettes vraiment plus un focus sur l'échauffement que l'inverse. À titre perso, je m'échauffe jamais moins que 30 minutes par séance. Donc, 30 minutes, ça comprend quoi? Euh, Surtout en hiver, mais je fais maintenant systématiquement un échauffement cardiovasculaire, chose que je faisais pas il y a encore quelques années. Je fais donc un échauffement articulaire et après, je fais aussi quand je fais les ongles, je fais pas mal d'étirements balistiques, Mhm. comme les footeux, ils adorent faire. Mhm. Et après, je fais, donc ça c'est vraiment l'avant-dernière phase, je fais des activations musculaires. Donc, soit avec des exos d'isolation sur machine, si j'ai des machines à disposition, avec élastique. Et dernière chose, des fois, souvent d'ailleurs en parallèle de l'activation musculaire, une montée de gamme, et encore une fois, une montée de gamme cohérente. Nous, on travaille avec un système de calcul de gamme d'échauffement. C'est un truc qu'il faut bien faire aussi. Donc ça, c'est vraiment l'échauffement du nerveux, entre guillemets.
même si ça veut un peu rien dire. Enfin, le système nerveux. Mais en gros, voilà comment se doit se décomposer votre échauffement. Et ça, j'ai remarqué, je te jure, hein, c'est un truc, je pense qu'on sous-estime. Même moi, peut-être au début, je sous-estimais ça parce que peut-être as envie de faire confiance et tu te dis, bon, c'est un bon athlète, il doit vraiment gérer ce niveau-là. Et en fait, tu creuses. Et en fait, faut pas avoir peur. Je parle là, par exemple, aux coachs qui débutent ou même confirmés, hein, mais n'hésitez pas à rechecker régulièrement. C'est quoi que vas-y, dis-moi ta routine d'échauffement. Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que des fois, vous vous rendez compte que bah, en fait, ça va pas, quoi. Et je dirais que ça, je pense peut-être ça vient en quatrième ou peut-être en parallèle des trois grandes causes que tu as décrites. Mhm. Mais je pense que ça rentre aussi dans cette case-là. Donc, je ferme la parenthèse sur cette question et je passe à la question suivante. Est-ce que tu penses que le street est un sport plus à risque que d'autres sports de force? Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je te laisse répondre. Ah, ouais, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Pour moi, le street lifting, n'est pas plus à risque que d'autres sports de force. Je dirais juste que le street a ses propres spécificités dues au fait que le street a ses propres mouvements, quoi, qui le distinguent des autres, surtout au niveau du haut du corps, donc le muscle-up, la dips et la traction. Pour ce qui est du risque, après, tout est vraiment discutable dans la mesure où, évidemment, le corps humain, il n'est pas forcément fait pour soulever des charges extrêmement lourdes tout le temps, toute sa vie, et qu'il y a des risques là-dessus, ça, on est bien clair. Mais par contre, soulever de la charge, ça a des bons effets. Déjà, ça permet d'améliorer de la force. Donc, la force, c'est un indicateur de santé très important. Ça va avoir un effet métabolique parce que ça va permettre la synthèse d'hormones qui vont être anabolisantes, qui vont donc permettre le développement musculaire. Donc, tu vas avoir encore plus de masse maigre, plus de muscles, donc une dépense énergétique qui va être augmentée. Et ça va favoriser la perte de graisse. Donc, voilà, c'est pas plus à risque que d'autres, c'est juste que ça a ses propres spécificités derrière. Et puis, de toute façon, il y a du bon aussi à soulever de la charge, hein, comme je l'ai dit. Le tout, c'est d'être nuancé, quoi. Je trouve que tu as fait une réponse parfaite. Voilà, faut pas diaboliser même les sports de force en règle générale. Je sais pas, d'ailleurs, ça, c'est une autre question. C'est est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des sports, je parle pas des sports de force là, je pense, on va les tailler un petit peu, non, je rigole. Mais le CrossFit, après, en fait, moi, je sais pourquoi il y a plus de blessures, mais tu vois, il y a des pratiques qui paraissent comme ça, a priori, plus douces et qui en fait sont génératrices de davantage de blessures. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? En fait, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte, tu vois, dans l'analyse de ça. En fait, quand tu as parlé, par exemple, du CrossFit, c'est vrai que quand on parle beaucoup du CrossFit, on a, on a tout de suite le dire, ouais, c'est des gens qui prennent des barres et qui font des snaps, je sais pas quoi. Donc, c'est sûr, je vais me faire mal à l'épaule, etc. En fait, il faut regarder aussi les pratiquants, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que le coach aussi fait. Il y a trop d'informations à garder. En tant que tel, la pratique, c'est comme le street lifting, hein. Je pense que tu vas dans la rue, tu demandes à quelqu'un, tu lui montes un muscle-up lesté, il va me dire, mais moi, jamais je fais ça. Si je fais ça, je vais me faire mal à l'épaule et je vais finir avec une arthrose d'épaule, par exemple. Et alors qu'au final, il faut juste savoir comment t'entraîner, aller progressivement sur ces mouvements-là, sur ces patterns-là. Et surtout, si tu sais que tu vas faire un sport en particulier et que tu n'es pas forcément taillé à la base pour, il faut que tu travailles là-dessus. Et le travail, c'est pas que forcément pratiquer, c'est aussi faire tout ce travail qui est à côté de mobilité, d'entretien, tout ce genre de choses-là que nous, on fait, par exemple, en kiné, quand on voit les personnes qu'on réceptionne, malheureusement, qui sont déjà blessées. Je pense que ces pratiques-là, comme le CrossFit ou le street lifting, c'est parce que les gens ne font pas assez attention à ce qu'il y a à côté. Et c'est peut-être pour ça que ça génère beaucoup de blessures. Elles sont attirées par peut-être le côté que le CrossFit peut avoir qui peut être plus attractif, mais ils ne se disent pas, non, non, pour aller faire mes WOD, en fait, je ne peux pas faire mes WOD si j'ai que ça d'extension de poignet, tu vois. Et donc, elles vont quand même y aller. Je pense que ouais, c'est plus ça, en tout cas, de ma vision des choses que le sport en lui-même, hein. Ok. Ouais, bah, de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi. Je voulais tailler, mais ça n'a pas fonctionné. T'es pas rentré dans mon piège. On va garder ça pour une prochaine fois.
On passe à la partie suivante sur la prévention et la récupération. Yes. Est-ce que tu as trois réflexes, tips simples à intégrer pour prévenir les blessures, donc dans une routine au quotidien ou peu importe. Trois conseils que tu trouves très pertinents. Trois conseils pertinents, c'est vérifier fréquemment et remettre en question souvent sa programmation pour savoir s'il n'y a pas de surcharge dans la programmation en elle-même, mais surtout si la surcharge, elle peut, enfin, si le programme qu'on est en train de réaliser, il n'est pas différent ou trop, il y a un gap trop important par rapport à l'état physique et psychologique de l'athlète. Donc en fait, il faut être en permanence en train de regarder, de se questionner, alors pas tous les jours, mais peut-être toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ça dépend du premier contact qu'on aura avec l'athlète et de savoir comment est-ce que lui, il se comporte. C'est pour ça que, je vais le répéter beaucoup dans ce podcast, pardon, mais le bilan, la nécessité du bilan, qu'on soit coach, kiné ou peu importe, c'est extrêmement important. Ça va permettre de guider un petit peu ce qu'il faudra faire après par la suite. Donc déjà, ça, c'est le premier tips. Donc être toujours un peu en train de vérifier, de se remettre en question, même si on pense détenir la meilleure prog de tous les temps. Et, et ensuite, c'est d'avoir un échauffement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est réfléchi. Donc, la première fonction en fait, de l'échauffement, hein, c'est d'avoir des meilleures performances, quelque chose qui va te permettre d'être plus performant dans ta séance aussi, mais aussi d'augmenter progressivement la mise en contrainte de certaines zones musculaires et articulaires pour qu'elles puissent mieux répondre pendant l'entraînement. Donc ça serait un deuxième tips. Donc bien réfléchir sur son échauffement. Comment est-ce que je le fais? Si je vais aller faire, par exemple, que des NU et des tractions, il faut que mon échauffement il soit taillé un peu pour ça. Il faut qu'il soit personnalisé par rapport à mes besoins, mais aussi par rapport à la science. Et troisième chose, c'est d'évaluer. Ah, ça, c'est hyper important. Pas que la suite, mais évaluer et travailler sa mobilité. Ouais. Trois tips pour moi ouais, hyper important, quoi. Est-ce que toi, par exemple, même à titre perso et Mhm. pour tes patients, est-ce que tu recommandes une routine de mobilité, d'échauffement en particulier ou un truc assez général euh, qui se fasse en période de blessure ou de réhab ou même quand tout va bien Là, tu parles pour le street ou pour en général? pour le street. Pour Pour le le street. Ouais, je recommande des choses. De toute façon, on ne va pas réinventer comment le corps humain fonctionne, hein. C'est une épaule, c'est une épaule, un coude, c'est un coude. Donc, ouais, il y a des choses que je recommande quand même. Pour moi, c'est la base. Notamment, par exemple, les rotations articulées contrôlées, les CARS, comme on appelle ça. Euh, Et après, oui, je recommande ça, mais il y a aussi des choses que je fais par rapport, encore une fois, au patient lui-même. Donc, il y a une partie un petit peu générique et il y a une partie personnalisée qui va permettre vraiment de cibler là où le patient a le plus besoin, quoi. Donc, tu auras un mix un peu générique et spécifique. Et pour revenir par rapport au street, à l'athlète, oui, un truc qui serait un peu plus personnalisé par rapport à ses besoins. Je prends l'exemple, par exemple, euh, tu peux avoir des athlètes qui ont besoin de travailler leur extension thoracique parce qu'ils en manquent et parce que ça joue pour l'épaule. Euh, et t'en as qui n'ont pas besoin de travailler l'extension thoracique, tu vois. C'est pas nécessaire de le mettre. Donc voilà, il y a quand même une partie, oui, il y a des choses qui sont génériques et qui sont communes à tout le monde, et des choses qui doivent être spécifiques par rapport aux besoins et aux problématiques de l'athlète. Ok. Mm. J'ai une question d'actualité me Ouais. concernant. C'est comment tu vois la récup post-compétition? Est-ce que déjà tu as eu affaire à des cas comme ça en consultation? Et qu'est-ce que tu préconises après une compétition? Parce que je parle de ça parce que souvent, après une compète, on a des petites douleurs en fait hein, qui viennent parce qu'on a poussé le corps un petit peu dans ses retranchements, on a accumulé du volume, de l'intensité, et après tout retombe et il y a des douleurs, ça se trouve qu'on n'avait pas avant en fait. Et comment on gère ça d'après toi? Pour la post-compétition, comme tu l'as dit, généralement, on va être KO et puis même, on va avoir pas mal de douleurs, potentiellement des blessures. Donc, le premier axe, dans récupération, moi, j'entends un truc bien particulier, c'est récupérer les capacités, tu vois. Donc, on en revient toujours à les capacités qu'un athlète a.
Donc, on va tout faire pour qu'il puisse le récupérer. Après, comme on va être dans post-compétition, on va être assez douloureux, le système nerveux, il aura bien trinqué aussi. Ça va être aussi l'occasion de mettre en place des techniques peut-être qui vont lui faire plus de bien, des techniques adjuvantes, quand je parle d'application chaude, de l'automassage, du foam roller, ce genre de choses-là. Ça peut être des choses annexes. Et ensuite, nous, par rapport aux problématiques de douleur et de blessure, vu qu'il a des douleurs, on va mettre en place des techniques spécifiques qui vont lui permettre de souffler et surtout de récupérer tranquillement en fait, une aisance dans le mouvement sans que ça soit compliqué. Donc moi, par exemple, j'ai des mouvements que j'utilise pas mal. Ça va être surtout des automobilisations ou des mobilisations spécifiques avec des élastiques qui vont lui permettre en fait d'avoir un côté actif et passif avec l'utilisation d'un matériel supplémentaire. Donc ça, c'est quand même cool. C'est des techniques très particulières, mais c'est pas mal pour la post-compétition. Et après, ça va être surtout de lui dire, bon, ben, vu que tu as des douleurs et des blessures, on va s'en occuper vraiment. Donc on va mettre des routines, on va même mettre axer un peu plus peut-être, et ça en discussion avec le coach, les séances sur la réhab. Voilà. Donc, même si la réhab, elle n'a pas forcément besoin d'être là à ce moment donné-là, dans le sens où il n'y a pas de réelle blessure, même un petit peu de douleur, il faut prendre en compte le fait qu'il y a de la fatigue nerveuse, des petites douleurs par-ci, par-là. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles peut-être on va un peu plus agir dessus. Donc je vois comme chez un athlète en post-compétition où on réaxerait peut-être pendant quelques semaines, en tout cas, surtout la semaine après la compétition, des exercices à vocation pour soulager la douleur, mais aussi pour lui permettre de travailler un petit peu sa mobilité, pas forcément pour en gagner, mais en tout cas pour rebouger. Parce que, bon, je pense qu'on le sait, mais bouger, ça permet d'avoir moins mal. Mais encore faut-il savoir bien bouger. Mm. Ok. Euh, Partie suivante, c'est le rôle du kiné dans une prépa d'un athlète, donc, d'une compétition. Donc la question précédente, elle faisait cette transition. Euh, Moi, j'ai reçu récemment une prépa mentale. Donc une prépa mentale, on se dit, ouais, pré-compétition, ça peut être intéressant pour vraiment me mettre voilà, dans un bon mood. Savoir gérer mes émotions le jour J, même en amont, la prépa, etc. Est-ce que tu penses que prendre aussi un kiné dans cette période-là, est-ce que il y a vraiment une plus-value à ce truc-là pour aussi optimiser la performance? Parce que ça, on parle peut-être pas assez de ce truc-là. On voit en fait le kiné juste sur l'axe réhab, en fait, quand il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. Mais est-ce que si tout va bien entre eux, enfin, parce qu'on pense souvent que tout va bien, mais il y a toujours des axes de travail et d'amélioration, ou peut-être un truc un petit peu un entre-deux, on a des petites gênes ou des petits trucs, mais ça va, c'est pas handicapant. Est-ce que c'est intéressant de se faire accompagner en kiné, par un kiné? En pré-compétent de Ouais, façon plus générale. ouais. Bah, je vais faire attention les différentes situations. En pré-compète, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'on, de toute manière, on a de toute façon un temps d'action qui est assez large et on peut s'adapter en fonction de là où l'athlète en a le plus besoin. Donc, il y aura toujours quelque chose à faire. Je trouve que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que pour être honnête avec toi, vu que la réhab, nous, on va vouloir mettre des choses en place et qu'en pré-compète, ben, on est très focus sur justement la compétition, ça peut être des fois un peu compliqué de venir et d'avoir un impact vraiment très très fort au niveau de l'athlète. Toujours est-il qu'on pourrait toujours quand même avoir un impact. On peut aller surveiller des choses, on peut aller bilanter peut-être en pré-compète pour savoir comment il est, etc. Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses qu'on pourrait corriger, des petites choses qu'on pourrait affiner, toujours en discussion avec le coach. Donc oui, ça peut être intéressant pour optimiser la performance et pour surtout faire en sorte qu'il puisse être bien avant sa compétition, qu'il n'y ait pas de petites blessures, de petites gênes, et que si jamais il y a quelque chose qui traîne, on puisse tout de suite intervenir et mettre en place un petit protocole pour pas non plus le déranger dans sa préparation, mais il soit on va dire, prêt quoi, pour la compète. Et ok, et justement, comment tu bosses avec un coach
Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce qu'il y a une discussion qui se fait à trois? Est-ce qu'il y a ouais, il y a quel type d'échange tu as? Enfin, comment ça se passe? Si moi, demain, je suis coaché et Mhm. moi, je veux travailler avec Jadir, comment ça se passe? Bah déjà, moi, le mot-clé, c'est la communication. Donc, moi, je vais te donner l'exemple que j'ai là actuellement parce que je suis un athlète qui est coaché par un coach que tu connais très bien. Du coup, bah, on discute déjà, bah, l'athlète et moi, et surtout, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est une discussion à trois. Donc, on va avoir deux volets. C'est déjà, je discute en privé avec le coach qui m'envoie sa programmation et on met ce fameux groupe à trois. Donc, moi, j'échange quasiment souvent, en tout cas, avec le coach pour donner une moyenne. C'est au moins deux retours par semaine et encore deux retours. Et puis, évidemment, que le coach va avoir des questions. Donc, moi, après, je vais détailler, etc. Pour revenir et recentrer plus sur l'athlète, comment ça fonctionne? Ben, dans l'idée, moi, je vais beaucoup, beaucoup communiquer avec le coach et je vais aussi beaucoup communiquer sur le groupe A3. Et en fait, comme ça va être un échange, à chaque fois, l'athlète va venir faire sa séance ou ses séances, et surtout au départ pour la kiné, et va venir nous dire, OK, là, ça s'est bien passé, j'ai eu telle douleur sur tel mouvement, je la cote à tant sur 10, ça m'a gêné quand j'ai fait ça, là, c'est un peu mieux passé. Ça permet déjà de donner le feedback au coach tout de suite. OK, bah, là, il est gêné par ça, donc est-ce que, Jabir, je peux te mettre je peux continuer à les faire ça ou est-ce qu'il y a un truc à faire? Et tout de suite, on regarde, on discute. Et s'il y a besoin de pousser, on voit en privé. Et moi, ça me donne le feedback aussi pour voir, ah ben, l'athlète, il est en train de progresser dans ces semaines et de mieux en mieux, il arrive à, je sais pas, intégrer un mouvement sur lequel il avait du mal ou pas. Et ça va me permettre aussi de corriger là-dessus. Donc, ouais, c'est beaucoup de communication. Clairement, on se dit presque tout. Et pour moi, c'est pas une obligation, mais c'est idéal de beaucoup communiquer en tant que kiné avec le coach, parce que c'est lui qui a la programmation et c'est lui qui voilà, va prendre les décisions clés pour l'athlète et qui va être en première ligne pour adapter, pour potentialiser, par exemple, la réhab. Donc, ouais, moi, ça se passe, on va dire, comme ça, si je devais travailler, par exemple, avec toi et que tu serais coaché, par exemple. Ok, ok. Question suivante. À quel moment tu interviens dans la saison d'un athlète? Alors ça, on l'a dit, ça peut être à n'importe quel moment. Euh, y a-t-il une collaboration idéale? Qu'est-ce qui fluidifierait les échanges, qui rendrait la collaboration vraiment enfin, gagnante en fait à tous les niveaux? Parce que je suppose, je sais pas, peut-être que tu as eu des mauvaises expériences ou pas, j'en sais Mhm. rien. Qu'est-ce qui fait, même peut-être au niveau de l'athlète, parce que je pense que c'est surtout à ce niveau que ça va se jouer, c'est quoi la bonne façon de faire, la bonne attitude à avoir quand on est suivi en kiné? Euh, alors, Baba, c'est déjà de bien poser les bases, mais surtout, c'est que l'athlète n'ait pas peur de poser les questions et de parler de tout, en fait, avec le kiné. C'est-à-dire que s'il voit et qu'il n'est pas convaincu par quelque chose que je fais, ou qu'il pense que bah, ça va le gêner dans sa programmation, parce qu'on peut avoir souvent ça, c'est bon, pourquoi est-ce que je fais cet exercice-là? Là, je suis en train de perdre des séries, je suis en train de perdre du temps en temps que j'aurais pu mettre pour faire tel exercice, etc. Donc, c'est surtout voilà, parler de toutes les problématiques au niveau donc, de la programmation, un retour honnête par rapport aussi aux douleurs, etc. Ne pas forcément se mentir à soi-même et faire semblant que ça évolue alors que ça évolue pas. Au contraire, nous dire quand ça va pas et que ça stagne pour que nous, bah, on puisse avoir la bonne approche, donc mettre des choses en place ou aussi expliquer que bah, le corps il met du temps à s'adapter et que des fois, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, surtout suivant les pathologies. Donc ça serait on va dire la première chose. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui pourrait fluidifier encore plus la communication? C'est la transparence aussi. Donc, du coup, si la personne elle n'est pas accompagnée, ben, dans ce cas-là, enfin, si elle n'est pas coachée, c'est la fluidification des échanges via le fait d'être totalement transparent par rapport à ça. Et deuxièmement, c'est surtout si jamais le coach et le kiné ne sont pas en contact, au moins de transférer les informations le plus rapidement possible et que ça se fasse bien. On va dire ça, c'est des choses qui amélioreraient le
le contact, en tout cas, entre le kiné et l'athlète, et surtout de poser des questions. Je crois que je l'ai peut-être déjà dit, et surtout de poser des questions si jamais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Vraiment, ou alors que voilà, et pour lui, il n'y croit pas, on échange. Et moi, en fait, justement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire déjà, au-delà de ça, avec les patients à la base, mais encore plus avec les athlètes en street lifting et les personnes qui ont été accompagnées par moi, c'est que je prends un temps pour échanger. Je ne vais pas lui répondre tout de suite dans la minute, c'est sûr. Mais par contre, quand je prends le temps de faire un retour, je vais vraiment lui expliquer tout, je vais lui donner de la matière. Et il y a quelque chose aussi que moi je fais, du coup, peut-être indirectement qui va répondre à ça, c'est que maintenant, moi, quand mes coachés, enfin, pardon, les personnes que j'accompagne viennent avec moi, en fait, déjà, elles ont l'accompagnement avec moi, etc. Et je leur réponds en note. Et je leur donne aussi une plateforme sur laquelle il y a des vidéos sur lesquelles j'explique certaines choses. En clé et qui sont liens, on va dire, en lien, pardon, avec la pratique. Ça peut être par exemple la gestion de la douleur, comment est-ce qu'on gère la douleur. Ça va être la gestion de la récupération, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement. Et il y a pas mal de choses, donc moi je mets un point d'ordre à éduquer aussi la personne qui est avec moi pour que justement elle a ses points de vue et elle arrive à mieux comprendre ce que je lui fais faire. Et que je ne me place pas en termes en posture de je suis un chaman, je fais des trucs, et toi tu prends et tu sais pas ce que je fais, tu vois. Parce qu'un Ok. athlète qui comprend mieux, et au-delà de ça, même une personne qui est prise en charge en kiné qui comprend mieux ce que je fais, en fait, c'est gagnant parce qu'elle va savoir ce qu'il va faire après. Et surtout, elle va mieux comprendre, ça va augmenter l'adhérence entre le kiné et l'athlète. Et clairement, je pense que tu le sais, c'est pareil, je pense, pour le coaching. S'il n'y a pas d'adhérence, tu peux mettre les meilleurs outils en place, ça ne fonctionnera pas. Donc, ouais, voilà tout ça. Tout ça. Ok. Ouais, donc être vraiment acteur de sa réhab et s'intéresser à ce qu'on fait. Moi, j'ai des questions un petit peu toutes bêtes, Ouais. mais est-ce que ça prend du temps, une réhab sur une séance? Enfin, genre, un protocole de réhab, déjà, je le fais quand? Je le fais avant, je le fais après ma séance, généralement, et ça dure combien de temps? Ben, je vais faire beaucoup le normand dans ce podcast, mais je vais dire ça dépend dans le sens où moi, c'est les questions sur lesquelles tu vas pas forcément te les poser avec moi parce que j'aurais déjà fait le profiling un peu de la personne avant pour savoir, OK, c'est quoi son état derrière. Après, soyons honnêtes, la réhab, ça va prendre quand même un petit moment. Il faut y consacrer du temps. J'aurais dit au moins trois fois à quatre fois par semaine. Allez, deux à trois fois, ça peut le faire aussi. Des séances. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Mais évidemment, s'il y a plusieurs problématiques, forcément, il faut y consacrer du temps. Ça sera Donc, plus long, quoi. mais soyons clairs, les exercices de réhab, il y a de l'intensité derrière. Et il y a un certain truc, ça a du coup nerveusement, ça a du coup énergétiquement, physiquement Donc, aussi. bah, parfait pour la transition pour ma question suivante. Est-ce que justement, si je suis en protocole de réhab, je vais être moins performant à l'entraînement? Hum, Moins performant à l'entraînement, je ne sais pas. Alors peut-être que sur le court terme, potentiellement. Parce que effectivement, tu t'entraînes pas comme avant et c'est logique. Tu enlèves le volume de ton entraînement diminue. Et de toute façon, même si tu gardes le même volume de ton entraînement et que tu ajoutes la réhab avant ou après, tu vas créer de la fatigue. Tu vas créer de la fatigue. Donc potentiellement, c'est vrai que sur le court terme, ton entraînement ne sera pas aussi excellent qu'avant. Par contre, comme tu l'as dit à un moment donné, j'aime bien ce mot longévité sur du moyen long terme, tu vas sentir les choses. Et de toute façon, au début, si tu envoies beaucoup d'informations à ton système nerveux, musculaire, articulaire, le temps que tu vas avoir pour, on va dire, faire en sorte que ton corps potentialise les effets de la réhab, ils vont arriver très très vite. Et puis après, la majorité des athlètes vont potentiellement venir me voir parce qu'ils ont mal. Passer d'avoir mal à moins mal, je pense que toute façon, ça sera positif, tu vois. Donc oui, mais par contre, sur l'entraînement, c'est clair que je pense que sur du court terme, ça peut avoir des effets. Quoique encore, je ferai en sorte que dans les exercices et même dans l'échauffement, on mette en place des choses qui voilà, augmenteraient le regroupement d'unités motrices, par exemple, pour avoir des meilleures perfs après derrière quand tu fais tes exos, par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Il y a plein de pistes sur lesquelles on peut partir. Ok, Ouais. ok.
Est-ce que justement, tu as un cas qui t'a marqué, et ça peut être en dehors du street lifting, une grosse blessure, un truc un peu relou à soigner? Ouais, bah en vrai, du coup, je vais te parler de mon cas perso. Comme ça, ça marche bien. Et en plus, il est récent. Je me suis blessé, je vais te parler de moi, donc je me suis blessé au dips, donc au cervical, sur une dips, en octobre 2024, donc un peu moins d'un an. Donc je me suis fait une blessure, c'était en séance, vraiment sur un poids que je maîtrisais, c'était très léger, je voulais reprendre l'endurance, je voulais changer aussi un peu ma technique au dips. Bam, je me blesse et je me bloque le cou. Donc bah là, alors, tu m'as dit de parler d'un cas qui m'a marqué. Là, ça m'a vraiment marqué parce que déjà, j'ai très peu l'habitude de me blesser, que ce soit en low street, etc. Contrairement à d'autres profils. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais là, pour le coup, j'ai pris cher. Donc j'ai commencé à être bloqué du cou, bloqué de l'épaule et même bloqué de tout le membre supérieur. C'est monté crescendo. J'ai dû carrément même poser une après-midi pour pas bosser tellement voilà. Et donc, ça a été un peu marquant pour moi parce que je me suis dit, ben, merde, c'est quelque chose. Déjà, je suis kiné, je me blesse. Et en plus, sur une charge que je suis censé maîtriser, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai parlé du fameux dézoom. Donc là, moi, ce que j'ai fait, vu que, ben, voilà, c'est que je me suis dit, OK, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Je fais mon dézoom et je regarde. Et c'est vrai qu'à ce moment donné-là, moi, ça m'avait marqué parce que quand j'ai fait ce fameux travail qui est difficile à faire sur soi-même déjà, euh, on se rend compte, en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le quotidien, tu vois. Que j'étais en pleine surcharge mentale déjà au niveau professionnel, d'accord? Voilà, ça arrive, c'est une grosse période, etc. Mais en même temps, avec Street Physio, avec la création de contenu, je m'étais mis beaucoup de choses en même temps. Donc déjà, ça me crée déjà un stress en particulier. Plus aussi, j'avais vu qu'au fait, au niveau de l'entraînement, c'était pas en fait aussi propre que ce que je pensais. Voilà. D'être complètement honnête vis-à-vis de soi-même. Donc après, j'ai mis en place donc, de l'auto-rééducation et j'ai été quand même accompagné, ça faut le dire, par un de mes collègues. Donc toujours voilà l'humilité, même si effectivement on a tous des connaissances, de se faire accompagner, d'avoir un point de vue extérieur. Et voilà, il a pu me dire qu'effectivement, oui, là, tu as un grand manque de mobilité, là, ça ne va pas, tu compenses avec ça. C'est des choses qui sont intéressantes à travailler. Et donc, bah, c'est pour ça que après, donc, moi, avec l'auto-rééducation plus ses conseils, plus ce fameux des Zooms, en 3 semaines, j'ai pu reprendre l'entraînement, voilà, sans être trop gêné, etc. Mais avec ce travail complet, quoi. Donc ouais, ça m'a marqué parce que ça m'a ça m'a beaucoup bloqué et ça m'a fait très mal. Ok. Et là, t'as plus rien d'ailleurs maintenant, c'est bon, c'est Non, résolu. non, là, j'ai plus rien. Ça va très très bien parce que bah, j'ai mis ce qu'il fallait mettre en place, aménager tout ça. Mais c'est pas facile au début de modifier les choses quand on a mis en place on va dire une habitude, une routine ou tout simplement un ordre d'entraînement, de se dire maintenant là, il faut que je me mette du temps pour faire ma réhab. Voilà. Donc là, oui, je me suis bien mis dans la situation de quelqu'un qui peut-être potentiellement se blesse, etc. Donc ouais, ça forge, on va dire, aussi bien physiquement que mentalement, quoi. Ok. Est-ce que tu trouves justement que dans le street lifting, enfin, comment tu trouves la mentalité? Est-ce que tu trouves que c'est une population qui a conscience un petit peu de toutes les choses là qu'on a abordées aujourd'hui? Est-ce qu'ils prennent soin d'eux? Est-ce que, à l'inverse, ils sous-estiment un petit peu tout ça? Comment tu vois les choses, toi, sous ton regard de kiné? Dans la mentalité, donc santé, hein, street lifting ou mentalité générale Ouais, santé? santé, street lifting. Euh, Dans la mentalité santé, on va dire que je suis mitigé, pour être tout à fait honnête avec toi, dans le sens où, oui, moi, je vois que les gens ont de plus en plus conscience que le risque de blessure, il existe. On parle de blessure, on parle de douleur, chose peut-être qu'on n'en parlait peut-être pas forcément avant. Donc ça, il est là, il est présent, on le dit, ces mots-là. Mais par contre, est-ce qu'il y a vraiment des moyens qui sont concrètement mis en place pour résoudre ça? Je suis pas encore convaincu parce qu'en fait, on met en place des choses, enfin, on dit de mettre en place des choses, par exemple, je vais te le dire clairement, on va pas passer par quatre chemins, c'est, voilà, on dit souvent, faites de la mobilité. Ouais, ça, c'est le conseil. Là, tu as mal au poignet, fais ta mobilité. Super, hyper intéressant, bon conseil. Mais par contre, qu'est-ce que ça vaut dans les faits concrètement, réellement, avec un athlète? Comment tu le mets? Comment
quelle est la posologie, en fait, tout simplement de cet exercice, quel est l'intérêt pour la personne derrière. Je trouve que là-dessus, il y a encore un manque. En fait, il y a la forme et le fond. Je suis pas certain qu'il y ait encore ça. Et même, il y a encore des éléments qu'on n'a pas encore forcément explorés, sur lesquels on n'a pas été encore très précis concernant ce sujet-là. Et je trouve que bon, c'est un bon début, c'est très bien, mais je trouve qu'il y a encore des choses à aller changer derrière. Surtout, je pense qu'il faut éduquer, c'est une population à éduquer les street lifters aujourd'hui. Je pense sur ce côté-là, en tout cas, sur le côté réhab, blessure, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, même chez les coachs. Ok. Et justement, quelle est toi ta vision sur une vision sur le futur de la place du kiné au sein du street lifting? Est-ce que tu penses que ça va évoluer? Comment tu vois les choses? La vision de la santé, déjà, dans le street lifting, moi, je vois le futur en street lifting comme des coachs donc, qui seraient beaucoup plus alertes sur la pré-réhab et sur une partie de la réhab. Donc, on aurait des coachs qui, dans le futur, en tout cas, j'espère un futur proche, auraient des bagages supplémentaires, que ce soit dans le cursus de formation qu'ils font. Donc ça va être intéressant. Je vois aussi beaucoup plus, peut-être, je l'espère, mais ça, c'est pas forcément. Il n'y a pas un chemin dédié, mais plus de kinés qui rentreraient dans le monde du street lifting. Et on aurait une multiplication tout simplement de personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux, collaborent avec les coachs pour avoir plus de connaissances par rapport à la réhab et à la blessure qui se diffusent. Et surtout, ce que je vois aussi, c'est des kinés qui soient présents en compétition aux côtés de l'athlète. Je pense que ça peut être très intéressant euh, d'en avoir, rien que de voir en fait qu'il y a un professionnel de santé qui est là pour une compétition. Je trouve que ça rassure, ça rajoute un aspect professionnel. Et surtout, ce que je vois, que j'aimerais bien voir en tout cas, c'est une restructuration, et je pense que ça va arriver, des équipes dans le street lifting avec l'ajout de professionnels de santé, par exemple, pour encore plus augmenter la qualité d'accompagnement de l'athlète, ce qui va encore plus professionnaliser la pratique derrière. Donc oui, j'espère voir en tout cas un rôle plus central, mais je pense que avec le temps, les choses vont aller dans ce sens-là si aussi on est beaucoup à le faire aussi, ça c'est sûr. Ok, ok. Mm. Euh, Est-ce que tu auras un message à faire passer aux athlètes qui négligent cet aspect-là de la prévention des blessures, etc. Bah, ce que j'aurais à leur dire. Je dirais que déjà, avant de faire vos tractions, MU, dips, tout ce que vous voulez, pensez que tout ça, c'est possible grâce à votre corps, tout simplement. Et que mieux vaut prendre le temps sur vos séances ou dans votre quotidien à vous faire évaluer, à mettre en place des solutions qui vont dans un premier temps permettre de prendre soin de votre corps, qui vont aussi pouvoir débloquer potentiellement des choses qui vous rendront encore plus fort. Et deuxième chose, ce qui compte pour moi, ça va être la longévité. Notre souhait à tous, c'est de pouvoir faire du street lifting ou de tout autre sport après derrière le plus longtemps possible, sans être handicapé, sans être bloqué. Et donc, avoir un corps en bonne santé, c'est ce qui va nous permettre de mieux performer et surtout d'être moins limité déjà dans sa vie quotidienne. Et surtout, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances sur votre corps. Et ça, vous allez pouvoir vous en servir toute votre vie parce que vous n'avez pas changé de corps entre-temps. Et je pense qu'en avoir conscience de tout ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à soi-même. Voilà à peu près le message. Magnifique, magnifique. Justement, alors là, on arrive sur la fin du podcast. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, je pense que vous avez bien fait parce que vous allez avoir des informations assez croustillantes. Jabir, est-ce que tu souhaites communiquer sur peut-être ce qui va se passer au sein de Liftalk? Alors, du coup, ce qui va se passer au sein de Lift Talk, j'ai le plaisir d'annoncer que on sera donc présent sur Lift Talk. Il y aura une nouvelle émission sur Lift Talk qui va arriver très prochainement, sur laquelle j'interviendrai avec un coach, un autre coach dont on va garder l'identité secrète pour l'instant. Et donc, on fera des podcasts, on va dire, mensuels. Pour l'instant, on est en train de voir un petit peu tout ça. Les détails sont en train de travailler là-dessus.
sur laquelle on va déblayer beaucoup de choses. On va faire avancer un peu le street lifting du côté de la science, réfléchir sur des thématiques autour du street lifting toujours, mais aussi intégrer l'aspect santé, l'aspect blessure, etc. Donc ça va être vraiment la clé de cette nouvelle émission qui va bientôt arriver et sur laquelle je suis déjà très content déjà que Marco me donne l'opportunité. Je te remercie encore de faire ça. Mais surtout, le but, ça va être de partager à fond les connaissances, de faire avancer le street lifting là-dedans et de vous informer vous aussi, que vous ayez vraiment un support qui vous permette de vous faire réfléchir et d'en apprendre plus en fait sur ça. Et je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde, aussi bien les athlètes et aussi surtout aux coachs qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un nom pour cette émission-là où il n'y en a pas, où c'est encore secret Alors, ou... il y en a, on est encore en train de choisir là-dessus la bonne truc. On est en train de s'approcher, on a 2 propositions, on est en train de réfléchir encore là-dessus. Mais oui, on est en train de bien préparer tout ça pour vous proposer quelque chose de vraiment très très propre pour très bientôt, très très bientôt. Ok, franchement, moi je suis très content que vous ayez cette émission. Je suis très content et vous avez pu déjà le constater là depuis ces dernières semaines que on est en pleine restructuration du podcast, justement pour vous proposer des émissions plus variées avec des thématiques vraiment différentes. Donc là, il y a 3 émissions déjà et il y en a une quatrième. Et il y en aura peut-être aussi une supplémentaire avant la fin de l'année. Ça, pareil, je garde secret, mais comme ça, en fait, vous pourrez. L'idée, c'est que vous arrivez sur Live Talk et en fait, vous pouvez piocher comme ça un petit peu les thématiques, comme sur une chaîne, en fait, une chaîne télé, et vous écoutez ce que vous kiffez, quoi. Donc, c'est un peu l'idée, et puis aussi de diversifier les intervenants. Ça aussi, je trouve que c'est assez stylé. Et je trouve que voilà, ça fait grossir le truc. Et l'idée, c'est que le podcast, je regardais ça il y a pas longtemps encore, mais il a quasiment 3 ans. On est quasiment à 100 épisodes. Donc, il y a des centaines d'heures de podcasts. Et donc, je trouve qu'on arrive au bon moment, justement. Il y a 810 auditeurs sur YouTube et Spotify. Donc, on arrive au bon moment vraiment pour donner encore un coup de boost et vraiment améliorer le truc, puisqu'en fait, on voit que ça fonctionne, ça intéresse les gens. Donc, voilà, on fait ce qu'il faut pour le faire évoluer. On vous annoncera aussi sûrement des choses sur Insta avec Jabir. Pour l'instant, pareil, on garde ça secret. Ouais, ça fait beaucoup de secrets. Et justement, Jabir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors moi, il y a 2 plateformes surtout. Donc là, c'est surtout Instagram. Donc street du 8 physio, PHYSIO. Et sur TikTok, pareil, la même chose. Et après, est-ce que potentiellement je ne me lancerai pas sur YouTube? À voir. Mais voilà, surtout Instagram. Et puis sur TikTok, je republie un peu ce que je mets sur Instagram. Et l'avantage, on va dire, d'Insta, c'est d'avoir aussi un peu la vie privée, en tout cas le quotidien de la personne. Voilà. Ok, attends, c'est génial. En tout cas, c'est un plaisir, Jabir, de parler avec toi là pendant Yes. 1 heure. Je te souhaite une bonne fin de journée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et donc, je vous dis à très très vite. Salut, ciao. Salut, ciao. Tac.